Merci de votre fidélité. Il est 9 heures en temps universel. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. La voix du Mali résonnera comme un gong cet après-midi à la tribune des Nations Unies. Le ministre d'État, colonel Ablaye Maïga, prononcera le discours du président de la transition, un discours très attendu car le ministre Maïga défendra la position du Mali conformément aux 3 principes qui guident l'action gouvernementale. Le ministre de l'économie et des finances conduit depuis 4 jours une mission de haut niveau en Russie. La délégation malienne participe à la semaine de l'énergie russe qui s'achève d'ailleurs ce samedi. Hier, la délégation a pris part à un panel sur la coopération énergétique entre la Russie et le continent africain. C'est la commune rurale de Baguinda qui abrite ce 28 septembre les activités de la journée mondiale de lutte contre la rage. Le thème, lever les obstacles à l'élimination de la rage. Attention, les seuils d'alerte sont largement dépassés. Les eaux montent en flèche, occasionnant le déplacement des familles et l'effondrement des concessions. Le SECOJEC appelle les populations à l'évacuation des zones. À suivre la page des sports en fin d'édition, nous parlerons de football avec la CAN des moins de 20 ans et la victoire du Zamalek du Caire face à Al-Ali à la Super Coupe d'Afrique 2024. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. 5h02 à New York, jour J pour le Mali à la tribune des Nations Unies. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, prononcera au nom du président de la transition le discours sur la position du Mali. En attendant l'heure de vérité pour le Mali, les pays africains sont unanimes sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU avec des sièges permanents pour l'Afrique. Les contours d'une allocution avec nos envoyés spéciaux à New York, Sira Bachili et Aruna Diarra. Le monde converge vers le siège des Nations Unies pour se faire entendre. New York, ville des grands rendez-vous du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui attire toutes les attentions avec une fonction politique d'envergure internationale. Le Mali répond à l'appel avec une forte délégation conduite par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Le messager du Mali s'adressera à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies ce samedi 28 septembre 2024, 5e jour d'écoute des grandes nations. C'est une occasion de faire part du système de gouvernance pour chaque pays selon les priorités du moment et d'attirer l'attention du monde sur d'éventuelles ingérences de certaines puissances internationales. Les grandes décisions sont dévoilées avec un accent particulier sur les attentes et les propositions quant aux mesures à prendre au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour rappel, c'est ici que le Mali a demandé en 2023 le retrait de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, demande actée et exécutée par l'Organisation des Nations Unies. Les grandes réformes institutionnelles pour aboutir à une refondation ont été présentées la même année. À cette 79e session du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, les pays africains sont unanimes qu'il faut une réforme de ce Conseil avec des représentations permanentes pour les pays africains. Même si rien n'est dévoilé quant au contenu du discours 2024 du Mali, tout porte à croire que la sécurité sera au centre vu la situation sécuritaire. New York, Sira Bachili, Aruna Diarra pour l'ORTM. Le Mali donc présent à la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Le ministre de l'économie et des finances conduit depuis 4 jours une mission de haut niveau à Moscou. La délégation malienne participe à la semaine de l'énergie russe qui s'achève d'ailleurs ce samedi. Hier, la délégation a pris part à un panel sur la coopération énergétique entre la Russie et le continent africain. Le thème retenu était libérer le potentiel de la coopération énergétique. Nos envoyés spéciaux sont Yaya Kounate et Tchadja Moussa Kamara. Vaincre la précarité énergétique en Afrique, une ambition au cœur des relations entre la Russie et le continent africain depuis le dernier sommet Russie-Afrique. D'un côté, une Afrique dont les besoins sont énormes, le potentiel aussi, et de l'autre, la Russie qui dispose de la technologie et du savoir-faire. Le continent est à la recherche de solutions et Moscou est prêt à y contribuer. Les projets en cours à la faveur du regain d'intérêt de la coopération entre les deux parties sont nombreux. Parmi eux, une centrale nucléaire en Égypte ou encore
un projet emblématique au Mali, la centrale solaire photovoltaïque de Sanankoroba. Pour le ministre de l'Énergie et de l'Eau, invité à faire le point des avancées depuis le dernier sommet Russie-Afrique, des progrès notables ont été réalisés. Bintou Kamara, ministre de l'Énergie et de l'Eau. Nous avons beaucoup travaillé avec Rosatom sur certains projets d'énergie renouvelable. Il y a déjà 2 projets de centrales solaires d'un total de 400 mégas qui doit se faire aux alentours de la capitale et l'autre un peu plus loin. Et également, il y a aussi le développement de l'énergie nucléaire. Cette énergie nucléaire sollicite d'abord beaucoup de formations avant la mise en place. Donc ces formations aussi ont commencé. L'attente est trop grande. La centrale solaire photovoltaïque de Sanankoroba, il en a été question concrètement au cours d'une séance de travail au siège de Rosatom Énergie Renouvelable, la société Novawind. Tous les détails relatifs à la construction de la dite centrale ont été passés au peigne fin au cours de la rencontre. Nous venons de finir une séance de travail avec Rosatom Énergie Renouvelable sur le contrat de Sanankoroba, qu'on voudrait finaliser une bonne fois pour toutes. Et donc, le projet va nous être envoyé dans 2 semaines. Donc, maximum 3-4 semaines, on pourrait signer le projet. Les 2 parties ont également convenu d'une synergie d'action en vue de faire aboutir le projet dans le meilleur délai, conformément à la volonté du président de la transition. Les parties ont également planché sur les résultats de la 2e phase du plan de développement du secteur énergétique au Mali, un plan qui couvre la période allant de 2030 à 2040. Moscou, Yaya Konaté, Tchédje Kamara pour le RTM. Oui, la page internationale donc de cette édition et nous commençons par le Sénégal. L'ex-ministre des Sports, Lat Diop, a été inculpé et placé en détention jeudi dernier. Il est l'un des premiers cadres de l'époque Macky Sall à faire face à des poursuites pour des délits économiques. Lat Diop, ministre des Sports de 2023 à 2024, avait occupé précédemment le poste de directeur de la LONAS, l'autorité nationale du Sénégal. En Guinée-Conakry, 11 soldats du colonel Célestin Bilivogui avaient ouvert le feu ce jeudi sur les forces spéciales autour du palais présidentiel. Le dit colonel a été retrouvé mort mercredi dernier. Selon sa famille et ses avocats, heureusement, les forces spéciales ont pu contrôler la situation puisque 3 assaillants ont été tués et 8 autres arrêtés. Cette information a été donnée par l'agence de presse. Contrairement à cette source, les autorités guinéennes ont démenti cette information et la qualifient comme des rumeurs de folle et montées de toutes pièces à la télévision nationale et sur le compte X. Au Tchad, le président Déby change de directeur de cabinet et remplace Idriss Issoufou Boy. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a créé la surprise hier en annonçant la nomination d'un nouveau directeur de cabinet civil. Actuel ministre de l'Environnement est présent à New York où il participe aux travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. Idriss Salim Bachar succède à Idriss Youssouf Bouyi. En RDC, Human Rights Watch a déclaré que l'armée rwandaise et les rebelles du M23 ont bombardé des camps de déplacés et des villages densément peuplés près de Goma dans l'est du pays. Tout au long de l'année 2024, l'organisation humanitaire ajoute que les forces armées congolaises et les milices alliées ont augmenté les risques encourus par les personnes déplacées dans les camps en déployant de l'artillerie à proximité. En Tunisie, le Parlement tunisien a examiné hier un projet de révision de la loi électorale à quelques jours de la présidentielle prévue le 6 octobre prochain. Cela provoque la colère au sein de l'opposition et la société civile qui dénonce un changement des règles du jeu à quelques jours du scrutin où le président Kais Saied brigue un second mandat. Nous abordons la page AIS dans une poignée de secondes. AES, actualité. Et nous sommes au Burkina Faso. Dans 6 mois, le Burkina aura sa première usine de production de pâtes alimentaires en Adoulouf Industrie de Belle-Turquie. La pose de la première pierre de l'usine a eu lieu hier en fin de matinée dans la commune de Toessé, dans la région du Centre-Sud. On fait le point avec Lazare Sanou de Radio Burkina. Anadolu Industrie de Belle-Turquie sera faite de 2 unités, une pour la production de 100 tonnes par jour de la farine de blé et l'autre destinée à la transformation de ces 100 tonnes en pâtes alimentaires. Une initiative pour booster le développement endogène. Kassoum Kendrebiogo est le promoteur de l'usine.
L'usine s'inscrit dans la vision du président du Faso qui invite les Burkinabés à travailler pour le développement du pays. On va emblaver 2500 hectares avec les paysans sur place pour produire le blé, puis la farine de blé qui servira à la fabrication de pâtes alimentaires. Des partenaires du Qatar et de la Turquie accompagnent l'initiative. Madj Shourbadji est leur représentante. Une usine de macaroni qu'on a appelée Anadolu qui va faire des pastas de belle Turquie. On espère vraiment que ce projet, ce sera le début. C'est le premier, mais ce n'est pas le dernier. C'est le Premier ministre Apollinaire Joachim Somkelem de Tambela qui a posé la première pierre de l'usine Anadolu Industrie de Belle Turquie. L'acte que nous venons de poser est très symbolique. C'est la matérialisation de la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. D'abord, la diversification des partenariats. Vous aurez remarqué que si nous sommes là, c'est grâce au partenariat entre la Turquie, le Qatar et le Burkina Faso. Ce sont nos nouveaux partenaires qui nous accompagnent sur le chemin du développement. Le promoteur et ses partenaires disent avoir pris toutes les dispositions pour l'inauguration de l'infrastructure au terme des 6 prochains mois. Le ministre du Commerce et de l'Industrie du Niger était à Liboré, département de Kolo, région de Tillabéri. Seydou Asman est allé voir le fonctionnement des 2 usines chinoises de transformation de plastique en chaussures. Une centaine de jeunes Nigériens travaillent dans ces usines. Le compte rendu de Fatih Abdoulaye. L'usine de transformation de plastique en chaussures pour adultes et enfants, femmes et hommes était la première à recevoir la visite du ministre du Commerce et de l'Industrie et sa délégation. Là, le ministre Seydou Asman s'est inquiet du fonctionnement de cette usine, détenue en majorité par des partenaires chinois et échangé avec les jeunes Nigériens qui y travaillent. Puis le ministre s'est ensuite rendu à l'usine de transformation de plastique en ustensiles tels que les seaux, les bouilloires, les bassines et bien d'autres, où il a effectué le même exercice. Ces produits, chaussures et ustensiles à base de plastique étaient jadis importés au Niger. Le ministre Asman Seydou s'est réjoui du constat. La première usine que nous avons visitée, c'est une usine effectivement qui a commencé à fonctionner un peu au-delà d'1 an. Mais la seconde, là où nous sommes, c'est en 2023 que nous avons accordé l'agrément. Et puis la seconde usine, ce sont des ustensiles. Nous avons trouvé en tout cas un personnel des Nigériens et surtout des femmes, vraiment qui sont les plus nombreuses au niveau de ces 2 unités industrielles, ce qui est vraiment un encouragement. Donc nous allons continuer à créer ce genre de cadre, surtout à notre jeunesse, parce que c'est ça qui permet effectivement de maintenir notre jeunesse, de ne pas la laisser à l'abandon. Le représentant du directeur général de la société Niger Élégance Arlu a tenu à remercier les plus hautes autorités du Niger pour la facilité accordée à l'implantation de leur usine qui contribue entre autres dans la lutte contre le chômage des jeunes. El Hajj Seydou Assouman. Nous profitons de l'occasion pour remercier son Excellence le général de brigade Abdraman Chani pour vraiment l'effort qu'ils ont consenti et qu'ils continuent de consentir. À noter que ces 2 sociétés chinoises implantées à Liboré, région de Tillabéri, emploient une main-d'œuvre locale. AES, actualité. Retour à l'actualité nationale, c'est la commune rurale de Baguinda qui abrite ce 28 septembre les activités de la Journée mondiale de lutte contre la rage. Le thème de l'édition 2024 est « Lever les obstacles à l'élimination de la rage ». À la veille de cette journée, le ministre de l'Élevage et de la Pêche Yubaba, dans son discours, est revenu sur les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette pathologie. La synthèse de son discours avec Daouda Kouni. La rage est une maladie virale qui touche le système nerveux des mammifères, dont l'homme. Le virus est présent notamment dans la salive et le cerveau des animaux infectés et la maladie se transmet par la salive d'un animal malade, par léchage, le plus souvent d'un chien et aussi par griffure. Le ministre en charge de l'élevage a rappelé que la lutte contre la rage est soutenue par les dispositions législatives et réglementaires, par l'organisation des campagnes annuelles de vaccination des chiens et aussi par la prise en charge des personnes mordues et exposées. En plus d'être un problème de santé publique, la rage constitue aussi un frein au développement. Le coût mondial de la rage, selon l'Organisation mondiale de la santé, est estimé
à 8,6 milliards de dollars américains par an. En tenant compte du nombre de décès, de la perte des moyens de subsistance, des coûts et des soins médicaux et des dépenses associées auxquelles s'ajoutent des traumatismes psychologiques dont il est impossible d'estimer le coût. Cette situation est inacceptable et nous ne pouvons pas nous en accommoder dans la mesure où les outils nécessaires pour éliminer la rage transmise par les chiens existent. Ces outils simples et pratiques sont la vaccination des chiens, la prise en charge rapide des personnes mordues. Le thème de cette année est « Lever les obstacles à l'élimination de la rage », d'où cette invite du ministre pour une forte mobilisation pour la célébration de la journée. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. Elle nous invite à sortir des sentiers battus et à faire tomber les barrières qui se dressent sur le chemin de l'élimination de la rage. Un manque d'accès aux ressources essentielles, y compris les vaccins de qualité, et une connaissance limitée de la maladie par le grand public. Le lancement officiel de la campagne au Mali est prévu pour le 28 septembre 2024 à Baguineda. Attention, les seuils d'alerte sont largement dépassés. Les eaux montent en flèche, occasionnant le déplacement des familles et l'effondrement des concessions. Le Sékou-Jacques, dans un communiqué, classe certaines localités dans la zone rouge. Notre reporter Bemba Sibi, avec le concours de la station régionale Mopti, est allé à la rencontre des victimes et des spécialistes dans le domaine. Je vous invite à suivre ce reportage. Jamais de mémoire de riverains du fleuve Niger, la crue n'a atteint un tel niveau. La situation hydrologique le long du fleuve Niger est marquée par la montée du niveau de l'eau selon la direction de l'hydraulique. Cette situation est caractérisée par une hausse exceptionnelle due au lâcher d'eau de certains pays voisins du haut bassin. Les seuils d'alerte ont été atteints et dépassés dans certaines localités comme à Bamako où le seuil d'alerte de 380 cm est dépassé de 45 cm à la date du 27 septembre, ce qui provoque déjà des débordements des eaux. Un triste constat fait par les pêcheurs installés sur les berges du fleuve à Bozola. Les habitations sont sous les eaux. Pour accéder à sa maison, on marche pied dans l'eau ou on prend la pirogue. Tidjane Sougouré, pêcheur, ne sait plus à quel sein se vouer. On n'a jamais vu une telle crue. J'ai tout perdu et je ne sais pas quoi faire. Je demande de l'aide. Sougouré n'a plus de logement. Il ne peut plus pêcher également. Le niveau de l'eau rend difficile l'activité. Pour Vieux Sidibé, l'activité est même impossible. Le fabricant de briques tente tant bien que mal de récupérer les briques encore en bon état. Le visage dégoulinant de sueur, il se confie. J'ai perdu plus de 2000 briques qui étaient sur la berge. On ne peut pas évaluer les dégâts. Ce que j'arrive à récupérer, je vais essayer de les écouler pour subvenir à mes besoins en attendant une aide. Les premiers sinistrés de la zone ont trouvé refuge dans les locaux de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Un abri temporaire, mais suffisant pour constater l'insouciance de l'enfance s'exprimer à travers le jeu. Dans la cité du Niger, un quartier résidentiel, plusieurs rues sont sous les eaux. L'alerte de dépassement du seuil d'alerte concerne plusieurs localités du pays, à l'image de la région de Mopti, où la montée des eaux touche déjà plusieurs villages à Djenné ou encore à Sofara. La menace demeure pour les autres riverains qui commencent à s'organiser comme ici à Djenné-Kadara, un îlot au large de la Venise malienne. Les habitants tentent de stopper la montée des eaux avec des sacs de sable le long des berges. Moussa Sereta, habitant de Djenné-Kadara. Plusieurs familles sont déjà sous les eaux. Les digues arrivent à protéger certaines concessions, mais pour combien de temps? On annonce que le fleuve doit monter encore. Je demande de l'aide aux personnes de bonne volonté. Pierre Kassogué, directeur régional de l'hydraulique de Mopti. La situation hydrologique, elle est vraiment préoccupante à l'échelle nationale, comme on indique, mais particulièrement à Mopti aussi, ce qu'il faut noter. Nous suivons ici quelques cours d'eau. Il faut noter que les différentes cotes d'alerte installées au niveau de ces différents cours d'eau, ces cotes ont été déjà dépassées il y a quelques jours.
Le seuil d'alerte est dépassé dans certaines localités, provoquant déjà des débordements des eaux du cours normal par endroits. Une situation qui va s'aggraver selon la direction de l'hydraulique dans un communiqué. Les riverains du fleuve sont invités à la prudence et suivre les prévisions. Lancement hier à Bamako du projet intitulé Améliorer la résistance des agriculteurs en garantissant l'accessibilité et la commercialisation des semences certifiées. Le but, renforcer la compétitivité du secteur sémencier au Mali. Le point avec Sokona Kamisoko. La lutte contre les effets du changement climatique à travers la mise à la disposition des petits producteurs agricoles des semences certifiées, les acteurs du monde rural s'y emploient. En témoigne le lancement du projet intitulé « Améliorer la résilience des agriculteurs en garantissant l'accessibilité, l'abordabilité et la commercialisation des semences certifiées en renforçant la compétitivité du secteur sémencier au Mali », dont la mise en œuvre est dévolue à l'association des sémencières du Mali. Moussa Sidibé, président par intérim de l'association des sémencières du Mali. Le projet couvrira 200 000 petits exploitants agricoles en fourniture de semences certifiées, des chaînes de valeur cibles, notamment le maïs, les riz, à travers les réseaux de production et de distribution de l'association sémencière du Mali. Le projet Améliorer la résilience des agriculteurs en garantissant l'accessibilité, l'abordabilité et la commercialisation des semences certifiées en renforçant la compétitivité du secteur sémencier au Mali est financé par AGRA à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA. Il constitue un appui à l'amélioration de la productivité agricole des petits producteurs. Bokar Amadoun Touré, directeur pays AGRA. On veut mettre vraiment l'accent sur les aspects de production de semences de qualité, mais aussi de commercialisation de ces semences de qualité, notamment sur le maïs et le riz. Ça, on le fera à travers vraiment un écosystème d'acteurs qui réunit la recherche, mais aussi les compagnies sémencières et les agrodealers au Mali. Amadou Kone, chargé de la statistique et évaluation à la Direction nationale de l'agriculture. AGRA a beaucoup accompagné les compagnies sémencières à travers des consortia dans les régions de Kouligoro, Sikasso et Ségou. Avec la stratégie 3.0, le 10 projets sera exécuté sur 3 ans dans 2 régions du Mali, à savoir les régions de Kouligoro et Sikasso. Oui, Champal Sport en football, le Zamalek de Caire a remporté la Super Coupe d'Afrique 2024 aux dépens de son grand rival Al-Ali. Toujours sur le continent, la finale du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de la zone A se joue ce samedi entre le Sénégal et la Sierra Leone. Les 2 pays sont déjà qualifiés pour la prochaine CAN des moins de 20 ans. Et puis l'association des femmes pratiquantes des arts martiaux organise ce samedi 28 septembre sa journée nationale des arts martiaux au féminin avec comme thème les femmes pratiquantes des arts martiaux au cœur de la 4e République. Le résumé de l'actualité des sports avec Famourou Djourti. La 5e édition de la Journée nationale des arts martiaux au féminin se tient ce samedi 28 septembre au pavillon des sports du stade Omnisport Modibo Keïta à partir de 14h. Le thème de cette année est « Les femmes pratiquantes des arts martiaux au cœur de la 4e République ». Pour plus de détails, écoutons Aïda Chama, présidente de l'Association des femmes pratiquantes des arts martiaux du Mali. La Journée nationale des arts martiaux féminins est l'occasion pour les pratiquantes des arts martiaux du Mali de montrer leur savoir-faire au grand public. C'est un créneau pour nous de sensibiliser nos parents qui ont toujours pensé que les arts martiaux étaient une affaire des hommes. Le menu de la journée est constitué des défilés, des démonstrations, des combats de différentes disciplines martiales du Mali, représentés à travers les régions administratives et les différentes communes du district de Bamako. Il y aura aussi la présence d'une forte délégation gouvernementale, à sa tête le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga, parrain de l'édition. En termes d'innovation, cette édition sera l'occasion pour nous, les pratiquantes d'arts martiaux du Mali, de sensibiliser nos camarades jeunes du pays à rester debout et mobilisés derrière nos forces armées. Aussi, nous allons initier des programmes afin de faciliter la pratique et la vulgarisation des arts martiaux des jeunes filles depuis les écoles primaires afin qu'elles puissent se protéger et protéger leurs proches des différentes formes de violence. Je lance un vibrant appel à tous les pratiquants et sympathisants des arts martiaux à sortir massivement pour nous accompagner à la célébration des Journées nationales des arts martiaux féminins cet après-midi à partir de 14h au stade Oniswar Modibo Keïta. Les demi-finales de la Coupe du Mali de handball sont connues. Sur le tableau féminin, les affiches sont Centre Omnisport de Lafiabou contre AS Police et Sigui Dekay contre USFAS. Chez les messieurs,
Les oppositions sont Isfas Sigidi Kaye et AS Police Momaire Assidekati. Les demi-finales se jouent ce samedi dans la salle Salamatou Baïga du Palais des Sports de Bamako. Parlons football à présent. Tournoi IFOA masculin de la zone A. La Sierra Leone et le Sénégal qualifiés pour la phase finale de la prochaine CAN des moins de 20 ans s'affrontent ce samedi 28 septembre en finale pour la suprématie de la zone IFOA A. Occasion pour les jeunes Sénégalais de conserver leur titre. Ce sera à Monrovia, au Libéria, où s'est déroulée toute la rencontre de la compétition. Si les qualifiés de la zone UFOA pour la phase finale de la prochaine CAN des moins de 20 ans sont connus, le tournoi qualificatif de la zone UFOA B est prévu du 17 au 31 octobre 2024 à Lomé, au Togo. Terminons avec la Super Coupe d'Afrique de football qui a rendu son verdict ce vendredi entre les deux clubs égyptiens, Al Ahly et Zamalek. Les Chevaliers Blancs du Zamalek se sont offerts leur 5e Super Coupe en battant les Diablous Rouges d'Al Ahly 4-3 au tir au but. Le score était d'un but partout à la fin des 90 minutes. Malgré la défaite, Al Ahly reste le recordman du titre avec 8 trophées de Super Coupe d'Afrique de football. L'actualité, c'est bien le discours du ministre d'État à la tribune des Nations Unies cet après-midi. Un discours que vous pourrez suivre sur nos antennes télé-radio et nos plateformes digitales. À 9h26, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré à la mise en onde. Coordination éditoriale Ousmane Daou. La réalisation est assurée par Adam Maïga. Mise en ligne Badji Touré. Passez d'excellents moments accompagnés d'un programme de Radio Mali. Au revoir.